Bienvenue à tous. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder différentes notions, notamment la notion de champ favori, de PO, de design. Et nous allons designer ensemble un menu de type slide, des zones de texte paramétrables et design. Et au final, nous verrons aussi comment élaborer un champ de type mot de passe, mais là qui sera aussi complètement paramétrable comme les zones de texte, qui sera vraiment de type avancé, là, le champ mot de passe. Allez, on va regarder ça directement sous WinDev, mais avant, je vais vous montrer ici ce que l'on va avoir comme notion. Alors, comme notion, on va avoir ce que je vous ai dit, les zones répétées ici qui sont design. Elles ont toutes été faites grâce à la PO, mais ce sont aussi des champs favoris que je vais vous fournir. Le champ menu, il sera ici, comme vous pouvez le voir. Donc c'est un champ qui sera aussi design. Il y aura l'APO qui sera utilisé ici, notamment pour modifier la couleur des icônes, qui sont tous des fichiers SVG. Tout est SVG, hein, afin d'avoir vraiment quelque chose qui s'adapte à la résolution. Ici, les formes sont SVG. Les icônes ici sont SVG, tout est du SVG. Et j'utilise une méthode PO qui donc dessine et modifie le fichier SVG. Ça, c'est une notion que j'avais abordée dans un cours précédent, que l'on revoit ici, dans un cas donc concret, on va dire, de design. Si on sort du menu et qu'on clique n'importe où sur la fenêtre, il se range automatiquement. Ensuite, en champ favori, je vais aussi vous donner donc cette fenêtre-ci où il y a un champ de type mot de passe qui est un champ avancé. Donc ici, suivant ce que vous faites, vous verrez, vous avez en fait tout qui se valide au fur et à mesure et on vous indique la force de votre mot de passe. Donc je vais faire un mot de passe assez fort. Et au fur et à mesure que je saisis, vous voyez, il y a les coches sur la droite qui se cochent, c'est-à-dire que je n'ai pas mis de caractère interdit. J'ai bien mis des lettres, j'ai mangé des majuscules, des minuscules, j'ai bien mis des nombres, il y a au moins 12 caractères, donc toutes les conditions sont remplies. Et donc je suis passé au vert et au vu de ce que j'ai mis comme chose dans mon mot de passe, il considère qu'il est fort. Sinon, vous avez vu qu'au fur et à mesure, il passe à bon, moyen, mais il est quand même mauvais parce que tous les critères ne sont pas validés. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose que je vous donne. D'ailleurs, au niveau du cours, et du matériel mis à disposition, c'est ce que je vais vous montrer. Vous savez très bien qu'à chaque fois que je vous présente quelque chose, vous avez le code. Donc là, tout ce que je vous donne ici, vous allez avoir le projet complet, donc le code complet. Je vous donne en plus, il faudra aller donc dans le répertoire. Vous verrez, le répertoire que je vais vous fournir s'appellera DSlideM, parce qu'au point de départ, j'étais parti sur la base d'une conception d'un menu de type slide. Ensuite, j'ai rajouté la notion de zone de texte et de mot de passe. Donc finalement, je vous ai fourni 3 choses en une. Donc ce qu'il faudra que vous alliez voir en premier lieu, c'est le répertoire documentation. Pourquoi? Parce que là, je vous ai mis tout ce qui est utilisé dans le projet. Par exemple, ici, vous voyez, c'est une police qui est spécifique, qui s'appelle Ligue Spartan. La police, vous la retrouvez ici.
Donc, vous n'avez plus qu'à sélectionner les différents fichiers, faire clic droit, installer, et vous aurez la police directement d'installer sur votre poste, et donc vous pourrez afficher proprement les zones de texte paramétrables. Parce que sinon, il va remplacer la police par une standard et vous allez avoir un résultat pourri. Et comme on parle de design, en design, il faut être précis parce que sinon, ça n'est plus propre, ça n'est plus beau et donc on ne peut plus parler de design. Si jamais vous voulez savoir où j'ai eu précisément cette police, je l'ai eu sur Google Fonts, mais ne vous inquiétez pas, j'ai fourni en plus un fichier lisez-moi, et ici je vous ai donné l'adresse précise vous permettant de télécharger toutes les variantes de cette police Ligue Spartan, et donc vous voyez, je l'ai bien eu sur Google Fonts. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce répertoire documentation? Il y a le lisez-moi ici, encore un autre lisez-moi. Là, en fait, je vous donne, donc je vous rappelle que les polices sont sur ce site-là. Les formes, ce que j'appelle les formes SVG, c'est, vous voyez, le loup qui est ici et l'oiseau qu'il y a ici. Donc dans ce fichier-là, je vous rappelle encore une fois, ici, là, vous pouvez aller chercher même d'autres formes SVG. Moi, j'affectionne tout particulièrement le SVG parce que ce sont de petits fichiers qu'ils s'adaptent notamment à n'importe quelle résolution. Donc, vous pouvez les utiliser pour de la mobilité, pour du WinDev classique, du WebDev, enfin, ça passe partout. Il y a des petites choses qu'il faut savoir, notamment sur les boutons pour ne pas avoir de surprise, mais bon, en règle générale, ça fonctionne très bien. Bon, il y a des tests à faire parce que suivant le type de SVG, des fois, il y a des choses qui ne s'affichent pas toujours correctement. Mais bon, c'est vraiment par rapport à du PNG, par exemple, encore pire du JPEG, j'en parle même pas. Pour des icônes, ça ne sert strictement à rien. Mais le PNG est beaucoup plus lourd et surtout ne s'adapte pas. Ça vous oblige à avoir le même icône dans différents fichiers, dans différents formats pour pouvoir vous adapter. Ça, c'est une vieille technique qui a été utilisée, qui n'est plus utilisée depuis belle lurette. Mais bon, ça vous obligeait à avoir beaucoup de fichiers, ça alourdissait vos applications, tandis que là, le SVG, vous avez un fichier une bonne fois pour toutes. Et en plus, vous pouvez le manipuler parce qu'un SVG, quelque part, derrière, c'est un fichier à plat. Je vous montrerai ça tout à l'heure quand on abordera le sujet de la PO qui permet de modifier justement la couleur de vos fichiers. Alors, vous aurez ça, et ici je vous ai fourni aussi dans le répertoire fichier JSON préparamétré des fichiers qui vont vous permettre d'avoir justement la présentation qu'il y a ici dans vos différentes zones de texte paramétrables. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure, mais bon, voilà, ça c'était pour vous dire tout ce que vous avez. Donc sur mon Google Drive, je vous fournirai ce répertoire complet. Vous aurez strictement tout, toutes les fenêtres, tous les codes, toutes les classes, tous les champs favoris qui se trouve ici d'ailleurs. Il n'y aura qu'à me demander par message de vous donner accès au Google Drive et moi je vous donnerai ça. Si jamais vous avez le temps, je vais essayer de zoomer quand on sera sous WinDev pour que vous puissiez bien voir le code. Soit vous le retapez, mais bon, c'est un peu bête, soit vous récupérez directement le projet et ça vous permettra de gagner un temps de fou. Au moins, on fait un peu l'équivalent du NLST, mais sur des sujets qui ne sont pas abordés. Donc voilà ce qu'il fallait dire sur le répertoire du projet. Alors, donc, c'est ce point-ci, répertoire documentation, le répertoire FAV. Voilà. Alors,
comme je vous ai dit, on va aborder la notion de champ favori. La notion de champ favori est assez simple à comprendre. Les champs favoris sont vraiment propres à votre projet. Ça veut dire que si je reprends mon répertoire ici, qui concerne mon projet, il y a un répertoire Fav. Si je l'ouvre, vous avez forcément un sous-répertoire WD et dedans, c'est là qu'il y a vos champs favoris. Alors ici, j'en ai deux versions. C'est celle-ci qui me convient moi. Et j'aurais pu d'ailleurs retirer celle-là. Et ensuite, il y a ici le champ mot de passe. Et si on ouvre vraiment ce répertoire encore, vous avez la fenêtre qui est là et tous les éléments nécessaires pour faire fonctionner votre champ favori. Alors un champ favori, c'est quoi? C'est pas comme un composant parce que ça va quand même moins loin, mais ça vous permet de gagner beaucoup de temps parce que en déposant votre champ favori, je vais le faire devant vous, vous allez voir. Hop, ici, donc, quand j'ai déposé mon champ favori, j'ai tout ceci qui s'affichait directement, par exemple. Donc ça me fait l'économie d'un champ image que j'aurais dû poser et paramétrer, d'un champ ici libellé, d'un champ image ici, d'un autre champ libellé et d'un autre champ de type libellé ici aussi. Mais j'ai été beaucoup plus loin dans les champs favoris car j'ai vraiment paramétré toutes les choses pour que tout s'affiche bien directement. Alors, hop, je vais dans le répertoire exe ici, de mon projet, et vous voyez que j'ai déposé dans la fenêtre, par exemple, 5 champs, et ici, les champs sont tout simplement affichés grâce à un fichier externe JSON. Alors, on aurait pu afficher ces champs-là à partir d'enregistrements provenant d'une base de données, par exemple. On peut aussi les alimenter de façon manuelle. Mais moi, pour vous présenter ces champs-là, je les fais à partir d'un champ externe, de format JSON. Après, libre à vous, une fois que vous aurez compris comment ça fonctionne, de procéder comme vous voulez. Alors, comment ça marche pour faire fonctionner ces champs-ci? Alors, le champ favori. Le champ favori, si jamais vous voulez le faire fonctionner, donc ici, dans le projet, quand vous l'ouvrirez, vous devez aller dans la fenêtre Homepage. La fenêtre Homepage, c'est vraiment celle qui se lance, qui est la première du projet. La fenêtre mot de passe, c'est celle où je vous présente, alors je l'ai vraiment faite très très rapidement, c'est celle qui sert à présenter donc le champ favori de type mot de passe, vous l'avez compris. Et ici, la slide M1, c'est vraiment la fenêtre interne qui permet d'afficher le menu qui est donc ici et qui est dans sa version ici, version étroite, et ici, version développée. Excusez-moi. Donc, on va y aller étape par étape. On veut d'abord chercher à savoir comment fonctionnent les champs favoris. Alors, si jamais vous voulez faire fonctionner exactement mon projet, il y a plusieurs choses qu'il faudra quand même faire avant. Donc, vous l'avez compris, il faudra prendre le répertoire Fav qui se trouve ici. Il faudra faire un copier-coller dans votre projet à vous. Ça permettra d'avoir quoi? Ça permettra d'avoir ici, si je vais dans le volet création et que je clique sur champ favori, ça vous permettra d'avoir les deux champs que j'ai créés. Donc zone de texte paramétrable V2 ici et le mot de passe, donc évolué ici. Ça, c'est une chose. Par contre, les zones
de texte paramétrable, il faut en plus, pour qu'elle puisse fonctionner, que vous fassiez un import d'un fichier de type WDC. Donc, il faudra importer la classe ZoneText. La classe ZoneText, vous la trouverez donc ici. Elle est ici. Elle se trouve vraiment à la racine du projet DSlideM. Il faudra aussi importer un deuxième fichier qui s'appelle AI boîte outils. Et là, vous trouverez la classe et les méthodes pour travailler sur les fichiers SVG. Dans la zone texte, vous aurez la classe et les méthodes pour concevoir la zone de texte. Je vais un petit peu augmenter, comme ça vous verrez mieux. Hop, voilà. Alors, quand vous déposez la zone de texte, vous n'avez pas cette image-ci. C'est moi qui l'ai rajoutée encore après pour que ça soit encore plus beau. Mais libre à vous, en fait, vous pouvez partir de la zone classique et y rajouter des choses comme bon vous semble. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on va faire? On va tout simplement rajouter, imaginons, une sixième zone de texte. Et comme ça, on fait vraiment de la pratique. Donc, je vais dans le volet création, je vais dans champ favori, et ici, je sélectionne simplement et je fais glisser mon champ favori. Voilà, je le lâche, et d'office, voilà ce qui s'affiche dans votre fenêtre. Vous avez, comme je vous disais, hein, moi j'ai rajouté après coup les images, mais au point de départ, il n'y en a pas. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez ici un champ libellé, un champ image fond ici, qui est donc arrondi, etc. Vous avez un champ donc pourcentage et un champ texte. Ce qui nous intéresse, c'est le code qu'il y a. Alors, on fait de la PO et du design. Tiens, on peut déjà lancer la fenêtre. Donc, je fais un CTRL F9. Et vous avez vu que cette nouvelle, ici, est comme celle-ci. Parce que par défaut, une fois que vous avez déposé la zone texte, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Elle s'initialise et crée d'office, elle cherche à savoir si vous avez un fichier JSON qui existe dans votre répertoire exe de votre projet. Et s'il n'existe pas, elle le crée par défaut. Ça, c'est quelque chose qui est fait. Comme ça, quand vous lancez votre projet, elle initialise déjà des valeurs pour avoir quelque chose à vous afficher, pour que ce soit plus propre que ce que l'on a ici, hein, qui est titre 0% et texte. C'est nul. Donc, j'ai initialisé par défaut des valeurs pour que ça soit un petit peu plus représentatif de ce que vous avez. Sachez que dans cette zone de texte paramétrable, vous pouvez paramétrer ici la police, la taille, la couleur du texte ici, ainsi que l'alignement. Pareil pour cette zone-ci, pourcentage, et pareil pour cette zone-ci, qui est une zone de texte. Hein. Vous pouvez dire justifier, aligner à droite, à gauche, au centre, la couleur, la police, la taille, voilà. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, comment ça fonctionne? Hop. Ici, vous devez cliquer sur... Alors, si vous cliquez une fois, vous tombez sur l'image. Vous recliquez une deuxième fois et ici, vous avez super champ zone texte 6. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, au point de départ, si jamais vous n'enregistrez, vous ne placez qu'une seule zone de texte, elle s'appellera zone de texte 1. Ici, voilà, zone texte 1. À l'origine, moi, quand j'ai créé mon champ favori, en fait, quand vous voulez créer un champ favori, tout simplement, si vous avez conçu quelque chose, vous sélectionnez l'ensemble et vous faites clic droit et vous faites ajouter aux favoris. Et quand vous faites ajouter aux favoris,
Bon, on le verra tout à la fin. Il vous pose quelques questions. Il faudra donner un nom à votre favori. Comment vous classez le favori que vous rajoutez, parce que quand vous allez ici, ici, les favoris sont classés. C'est-à-dire que vous donnez des tags pour... Parce que ici, il n'y en a que 2 de favoris, mais imaginons qu'on en ait créé 50. Il faut que l'on puisse les regrouper par champ de saisie, libellé, tableau de bord, zone de texte, ou alors si c'est du design, vraiment des choses designées, vous le mettez dans le tag design. Enfin voilà, ça vous permet de faire tout simplement des tris. Donc voilà, la première s'appelle donc zone de texte 1. Si on en recrée une autre, qu'on fait glisser encore depuis le champ favori, eh ben, elle aura bien le nom, donc zone de texte 2, 3, 4, 5 et là 6. Alors pourquoi je l'ai fait exprès de commencer par 1? Parce que sous Windev, vous savez très bien qu'il va incrémenter à chaque fois de 1. Et pour moi, c'est hyper important parce que ça me permet ensuite de créer pour chaque zone que l'on dépose le fichier de paramètres JSON qui comporte, comme par hasard, vous l'avez compris, le nom de la zone répétée, .json, et je vais vous l'ouvrir tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux fichier JSON? Il y a tout ce qu'il faut pour renseigner la zone de texte. Alors, qu'est-ce que je dis? Je dis quel champ est impacté dans la fenêtre. Donc je lui donne son nom logique ici, mais tout ça c'est automatique. Mais après vous pouvez modifier ce que vous voulez aussi. Ensuite, il y a mes textes. Donc le premier texte c'est forcément le titre, le deuxième c'est forcément le pourcentage, et le troisième c'est forcément la zone de texte plus grosse que vous avez sur le bas. Et comme je vous disais, vous pouvez paramétrer à chaque fois. Donc dans TXT description, c'est le texte qui doit s'afficher. Dans ma police nom, c'est le nom de la police utilisée. Police taille, c'est la taille de la police, la couleur de la police et l'alignement. Et ça pour chaque zone de texte. Donc vous l'avez compris, on paramètre comme ça chaque zone et donc chaque zone va lire son propre fichier et s'affiche en fonction. Donc si par exemple ici, est-ce qu'il est encore lancé mon projet? Non, je vais le relancer. Si jamais je voulais mettre, imaginons ici, je ne sais pas, à 76%, comme c'est la 6e, vous l'avez compris tout de suite, si je double-clique, et que donc pour le pourcentage, je mets ici, allez, 76, CTRL S, je ferme, ici, je ferme, je relance, hop, j'ai 76. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder vraiment dans le détail comment ça fonctionne. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut cliquer une fois, 2 fois pour arriver dans la zone. Et là, vous faites F2. Et ici, les choses sérieuses commencent à arriver. Alors, c'est là que la PO rentre directement en compte, comme vous le voyez ici. Alors, si vous ne savez pas comment on crée une nouvelle classe, il faut regarder ma vidéo PO. J'ai une des vidéos que j'ai faites où je vous montre comment créer une classe. Mais pour créer une nouvelle classe, vous faites tout simplement ici, dans l'explorateur de projet, un clic droit, créer une classe, vous lui donnez un nom. Et ensuite, une fois que vous lui avez donné un nom, en fait, il va vous créer le nom de votre classe est une classe. Il y aura fin, et après ce sera à vous de mettre vos membres, etc. Alors, mais vous savez très bien qu'une classe, donc ici, moi je l'ai déclaré. Alors, dans ma fenêtre ici, je vais regarder le code. Dans ma fenêtre, il n'y a rien de spécial. J'ai juste mis une tempo, et ici c'est pour afficher le menu slide. Mais après, pour ma zone de texte, donc elle s'initialise. Ça, donc, c'est au moment où la fenêtre se lance. La zone de texte apparaît à l'écran et ce code-ci va être exécuté. Alors ici, donc, qu'est-ce qui se passe? Je dis
un numphi qui est un entier, je déclare une variable de type entier, et ça me permettra en fait de lire le fichier de paramètres en rapport avec la zone de texte. Ma zone, donc ça c'est un objet qui est instancié d'après la classe zone de texte, qui est ici, qui comporte ces membres-là, et qui comporte ces méthodes. Et ici, j'instancie donc mon objet, et entre parenthèses, qu'est-ce que je fais? Je lui envoie quelque chose de très important. C'est minuscule moi-même, .nom. Ça, c'est quoi? Le moi-même, en fait, c'est ceci. C'est la zone de texte 6. Et ce que je veux lui envoyer, c'est pas un objet, mais c'est juste le nom. Je veux lui envoyer juste que ma zone de texte, elle s'appelle SC. Enfin, c'est mon super champ en fait, SC. C'est un super champ parce que si vous voulez, ici, ma zone de texte est encapsulée dans un super champ. Et dans ce super champ, si je vous fais une description, vous avez dedans l'image de fond et les 3 libellés. Mais on est bien d'accord que c'est un super champ. Et moi, ce que je veux récupérer, c'est juste le nom du super champ. Comme ça, j'envoie à la méthode le champ avec son nom logique sur lequel on va travailler. C'est pour ça que c'est hyper important d'envoyer au constructeur, parce que quand vous initialisez en fait un objet, vous passez toujours par la méthode constructeur de la classe. Alors ça, on le verra tout de suite après. Donc là, je finis. S fichier param nom, c'est tout simplement le fichier de paramètres JSON que l'on va aller lire pour alimenter la zone de texte. Donc pour remplir notre super champ zone de texte. Alors, le fichier, c'est quoi? Vous l'avez compris, par défaut, on crée dans le répertoire exe donc le fichier JSON. Et donc, quand j'arrive en fin d'initialisation, je dis le fichier que je dois lire, JSON qui contient les paramètres, c'est celui-ci. Donc, c'est tout simplement le C, mes projets, des slides M, anti/exe, et le fichier, il s'appellera donc sc underscore zone texte 6 plus .json. En fait, c'est celui-ci. Et ensuite, je vérifie qu'il existe bien. Et si il existe, dans l'objet que j'ai instancié plus haut, je lui dis utilise la méthode import.json. Je lui envoie le chemin du fichier. Ça me permet de remplir, donc si je vais voir dedans, si je vais voir dedans ma méthode, qu'est-ce que je fais? J'importe ici, je charge le buffer, parce que mon buffer est un buffer. Je charge le buffer avec les données JSON et je désérialise cela dans l'objet que j'ai instancié, donc qui s'appelle ma zone. Alors, on fera un mode pas à pas et vous allez voir précisément comment ça se passe. Une fois que j'ai rempli mon objet, c'est pour ça que j'ai tous les éléments qu'il faut et je n'ai plus qu'à dessiner. Et quand je dessine, en fait, je vais dessiner le titre, le pourcentage et le texte. Alors, une chose importante en PO, il faut toujours, lorsque vous faites des méthodes, il faut que votre méthode fasse une et une seule chose. Il faut toujours que votre méthode fasse une action la plus simple possible. Et il ne faut jamais qu'une méthode fasse deux choses en même temps. Et il vaut mieux créer deux méthodes qui font chacune les choses séparées qu'une méthode qui fait trop de choses. Ici, j'ai la méthode dessine, mais elle lance trois méthodes qui font chacune une chose. Et là, la méthode dessine, elle regroupe l'ensemble. Mais il n'aurait pas fallu que je mette le code de cette méthode-ci, le code de cette méthode-ci et le code de cette méthode-ci directement dans dessine. Parce que après, on se retrouve bloqué. Parce que par exemple, dans la zone de texte, vous pouvez dire « Oui, alors, mais moi je veux juste modifier le pourcentage. »
Ben, si vous avez tout mis dans Dessine, il va redessiner complètement toute la zone texte à chaque fois. Et là, vous allez perdre en performance. Alors que si on découpe tout correctement, là, on sera capable de dire, dans ma zone de texte, je ne modifie que le pourcentage. Et là, on gagne en temps et ça évite d'avoir des effets aussi des fois de scintillement au niveau de l'affichage parce que vous refaites constamment tout alors que ça n'a aucun intérêt. Si je rentre dans la méthode d'ailleurs titre ici, qu'est-ce que je fais? Ben, j'utilise les infos que j'ai récupérées de mon objet et vous voyez, je crée ma police. En fonction de l'alignement qui provient du fichier JSON, ben, je gère l'alignement. Notamment en utilisant ici la propriété cadrage horizontal, j'aligne à gauche, à droite, en centre justifié, etc. Bon. Alors bon, je vous parle un petit peu de beaucoup de choses à la fois. Il faut faire un cas concret. D'ailleurs, ce que l'on va faire, tout simplement, c'est que je vais mettre un point d'arrêt ici. Comme ça, vous allez voir comment ça se passe. Et on va faire du pas à pas et je vais vous expliquer en pas à pas. Ça sera beaucoup plus simple pour vous. Alors, je lance la fenêtre. Voilà. Et donc, on est arrivé sur la dernière zone qu'il fallait afficher. Donc ici, vous l'avez compris, j'instancie mon objet, ma zone. Et je vais dans le constructeur. Dans le constructeur, rappelez-vous, qu'est-ce que j'y envoie? J'y envoie le nom logique. C'est-à-dire qu'ici, j'ai bien le nom logique qui correspond donc à mon super champ. Donc c'est sc_zone_text6. Et là, qu'est-ce que je fais? Directement dans le constructeur, je dis, eh ben, tu initialises le fichier de paramètres. Alors, donc, on est d'accord. Là, le super champ commence à s'afficher dans la fenêtre. Et tout de suite, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On instancie l'objet et on vérifie qu'on a bien un fichier de paramètres. Alors, dans initialise fichier paramètres, pardon, je récupère le nom de mon super champ parce que vous savez que je dois créer un fichier JSON qui contient le nom logique du super champ. Donc ici, bon, je crée des variables, il n'y a rien de bien compliqué. Ici, je crée un entier, donc dumfix, c'est ce qui va me permettre de tout simplement d'enregistrer le fichier de paramètres. Le S fichier param, c'est une chaîne. Ça, c'est ce qui va... ça sera le nom du fichier. Et ici, c'est les paramètres par défaut. C'est-à-dire que par défaut, rappelez-vous, quand on a déposé tout à l'heure le champ favori zone texte et qu'on avait lancé la fenêtre, le pourcentage était à 50. En fait, ça vient d'ici. C'est parce que d'office, je crée un fichier de paramètres qui contient ces paramètres-là. Donc, je crée un titre qui s'appelle titre de la zone paramétrable. J'utilise tel police. Alors, bien évidemment, n'oubliez pas de l'installer sur votre poste, sinon ça ne s'affichera pas bien. Le titre, il sera en 12. Ici, c'est à peu près du blanc. L'alignement gauche. Pour le pourcentage, voilà, c'est plus gros, mais c'est là du blanc pur. Alignement gauche aussi. Et pour le texte du bas, ben là, c'est un texte un peu plus long. À chaque fois, ici, c'est du Lix partant. Ici, c'est un petit peu plus épais. Et ici, par contre, c'est très fin. Et là, c'est du 12. Ici, c'est un blanc-gris, mais gris très clair. Et alignement gauche. Voilà. Et donc, ça, c'est le paramétrage initial. Je crois que la variable est assez claire. Et qu'est-ce que je crée? Déjà, je crée le chemin complet. Donc le chemin complet, comme je vous l'avais dit, ça va dans le répertoire exe de votre projet, plus le nom du champ logique, donc celui qu'on a récupéré. Je le mets en minuscule et après je rajoute l'extension .json. Et attention, je vérifie qu'il n'existe pas. S'il n'existe pas, je le crée. Par contre, s'il existe, je ne le crée pas. Parce que je vous laisse la possibilité à vous de le modifier
Et donc, si je vous laisse la possibilité de le modifier, il ne faut surtout pas qu'à chaque fois que vous lancez la fenêtre, je vienne écraser en fait vos modifications que vous auriez faites. Donc je vérifie, et s'il n'existe pas, alors tu crées le fichier, et je fais tout simplement, j'ajoute avec la fonction f'écrit, dans mon fichier que j'ai précédemment ouvert, je mets tout simplement tout ce texte-ci, et je ferme le fichier. Et donc là, vous avez compris. Alors, je vais faire sortir. Donc là, à la fin de l'exécution du constructeur, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout simplement créé ce fichier-ci lorsque la fenêtre s'ouvre. Évidemment, pas exactement ce fichier-là, parce que rappelez-vous, on a mis 76, mais en fait, au point de départ, lui, il y aura 50 ici. Alors, voilà. Ensuite, on continue. Donc, on était... donc ici, voilà, c'est quoi? C'est une variable que l'on déclare. Et en fin d'initialisation, donc, notre fichier a été créé grâce à la méthode qui a été lancée dans le constructeur. Ensuite, ici, fin d'initialisation, je récupère le nom de mon fichier paramétrage qui a été créé. Vous voyez, le chemin est correct. Ah oui, tiens, tac, 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 je grossis. Ici, c'est bien le fichier qu'on a récupéré. Je vérifie qu'il existe. Parce que pour une raison X ou Y, imaginons qu'il n'ait pas été créé au niveau du constructeur. S'il existe, alors qu'est-ce que je fais? Je dis exécute la méthode import JSON, en lui envoyant évidemment le chemin complet de mon fichier de paramétrage. Qu'est-ce que fait cette méthode? Donc je lui envoie le chemin complet, je crée un buffer, je vérifie qu'il existe toujours. Ensuite, le fichier est bien présent, je charge mon buffer. Donc mon buffer, tiens, je vais faire éditer pour que vous puissiez voir. Voilà, j'espère que vous voyez. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a dans le buffer? Il y a tout ce que vous avez vu tout à l'heure quand je l'ai ouvert, sous bracket. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour dire sur quel champ on travaille. Et il y a le détail du titre, du pourcentage et du texte. Rien de nouveau pour vous. Par contre, il y a un truc qui est magique ici. Je désérialise et là, j'utilise objet. Objet, c'est quoi? C'est l'objet que j'ai instancié grâce à cette méthode. Et j'ai instancié quoi? J'ai instancié tout simplement ma zone. Donc, hop. Et si je vais voir objet, par exemple, je fais ça, ajoute-le dans le debug, hop, et je l'ouvre. Et donc maintenant, mon objet, il contient bien mon super champ et mes 3 zones de texte. Alors, vous allez me dire, mais d'où ça vient ça? Ça vient tout simplement de ceci, des membres. Parce que la classe, si je l'ouvre, la classe, elle est composée de mon super champ. C'est lui qui récupère le nom du super champ sur lequel on travaille. Et mes textes est un tableau de mon texte. Et mon texte est une structure. Mon texte, en fait, c'est chaque texte comporte, pour qu'il puisse être créé, une description, le nom de la police utilisée, la taille de la police utilisée, la couleur et l'alignement. Et mes textes, c'est un tableau à chaque fois de mon texte. C'est pour ça que lorsque l'on est ici, quand on était ici en fait, et que je vous ai ouvert ici, ah oui, il est là. Ah oui, on est sorti, il ne veut plus nous le montrer. Ok, bon, c'est pas grave. Je vais faire F7. Hop, CTRL F2. Voilà, en fait, c'est ma zone. C'est pour ça qu'il faut éditer ma zone maintenant. Parce que ma zone, c'est l'objet qui a été instancié d'après la méthode. Donc, ma zone, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient bien les 3 zones de texte et le super champ. Et en fait, après, je vais travailler et récupérer à chaque fois les choses qu'il faut.
Rappelez-vous, je vous ai dit, le premier texte, c'est forcément le titre. Le deuxième texte, c'est forcément le pourcentage. Et le troisième texte, c'est forcément le texte du bas de la zone. Donc, ici, on a un tableau avec la première occurrence pour le titre, la deuxième occurrence pour le pourcentage et la troisième pour le texte. C'est très important parce que vous allez voir, ici, donc je fais F7, quand on dessine, rappelez-vous, dessine lance les trois méthodes qui sont dessine titre, dessine pourcentage et dessine texte. Ici, je crée une variable de type police. Et après, je vérifie et je dis, tiens, dans mon objet, donc ma zone, est-ce que mes textes a une occurrence qui est supérieure à 0? Si oui, c'est-à-dire qu'il y a au moins une occurrence, donc je vais pouvoir récupérer les informations du titre qui sont, souvenez-vous, dans mes textes 1. Parce que la première occurrence du tableau comporte toutes les informations pour le titre. Donc là, je dis la police est utilisée, la taille et la couleur. Tu vas dans mes textes 1.mapolice. Donc ici, mes textes. Mes textes, c'est un tableau de... alors, comment je vais pouvoir... est-ce que je vais pouvoir vous le montrer non, c'est pas dans propriété. C'était la structure que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, tout simplement. Donc, on a ici, donc, la police, c'est dans mes textes 1.mapolice nom. Ensuite, la taille, c'est mapolice taille. Et la couleur, j'ai organisé ça correctement pour que ce soit clair, c'est mapolice couleur. Ensuite, pour l'alignement, c'est un texte, soit vous mettez gauche, droite, centre, justifié. Et donc moi, comme je ne sais pas comment vous allez l'écrire, j'ai prévu que je mets tout en majuscule, comme ça, hop, on ne se trompe plus. Et si vous avez demandé un alignement gauche, je dis donc mon super champ. Donc, mon super champ, rappelez-vous, ça c'est pour travailler directement sur le champ de la zone texte. C'est pour ça que j'ai mis en tracolade et que j'ai dit que c'était un champ ici. Et je récupère son nom logique, c'est là qu'il est utile, le nom logique. Je rajoute .lib titre parce que ici, dans toutes les zones, on a lib titre, lib pourcentage et lib texte. Et les super champs, l'avantage qu'ils ont, c'est que vous pouvez, ils sont chacun indépendants et autonomes. Ils possèdent chacun, les super champs, leur propre procédure locale, leur propre code, leur propre propriété. Et donc, c'est génial parce que tout est encapsulé dans un super champ. Donc, c'est pour ça que j'ai pu mettre à chaque fois, et c'est pour ça qu'à chaque fois que je réutilise le lib titre, le lib pourcentage et le lib texte sans avoir aucun souci, parce que je travaille sur des super champs différents. Et sinon, il m'aurait dit dans la fenêtre, c'est pas possible, vous avez deux champs qui ont le même nom, il aurait râlé. Sauf qu'il ne râle plus parce que comme ces champs-là sont encapsulés dans un super champ, tout va bien. Donc ici, je travaille sur mon super champ et je dis le titre, vu qu'on affiche le titre, si vous avez mis gauche, alors le lib titre de mon super champ, cadrage horizontal est égal à CH gauche. Si vous avez mis droite, droite, centre, centre, justifié, justifié. Si jamais vous avez mis autre chose, par défaut, je justifie à gauche. Ensuite, la police utilisée, c'est la police que j'ai définie ici, avec ses caractéristiques. Et donc, la police utilisée pour le lib titre sera la police que j'ai initialisée ici. Et enfin, rappelez-vous, dans TXT description, on a en fait le détail du texte à afficher. Donc ici, je dis que le titre sera égal à la valeur qu'il y a ici. Je fais autre chose aussi, c'est que comme c'est un fichier JSON, le JSON ne reconnaît pas les retours chariots au point de départ. Ça veut dire que si jamais vous voulez faire... alors, je
oui, si vous voulez faire un retour chariot et écrire un titre sur 2 lignes, ce que vous devez faire, c'est mettre donc cette balise-là ou cette balise-là dans votre fichier JSON. Alors j'ai un fichier JSON où je vous l'ai fait, je crois que c'est le 3e ou le 4e. Je vous ai créé voilà, c'est le 3e. Ici, intelligence artificielle. Vous voyez, intelligence et en dessous, artificielle est écrit. Et donc, je l'ai utilisé ici. Donc, pour vous le donner à titre didactique. Hein, parce que vous auriez pu vouloir mettre un retour chariot ici, mais ça n'aurait pas été pris en compte dans le JSON. Le JSON ne tolère pas ça. Pareil ici, l'anti-slash U00E9 ici, c'est pour faire un accent aigu. Alors ça, faut vous documenter un petit peu, ou alors ce que vous faites, vous tapez un texte et je vous montrerai tout à l'heure, je vous ai donné dans la classe une méthode qui vous permet d'externaliser ce que vous avez fait à la mano. Il vous crée le fichier JSON automatiquement. Ce qui fait que vous pourrez ensuite tricher et voir ce qu'il a mis WinDev pour les accents aigus, les accents graves, etc. Si jamais vous ne savez pas. Alors, voilà. Donc ici, on a dessiné le titre. Donc, on est là. Je fais sortir. Ensuite, la méthode dessine. Une fois qu'on a fini de dessiner le titre, on dessine le pourcentage. Le pourcentage, ben, c'est exactement le même principe, sauf que la différence qu'il y a, c'est quoi? C'est que je travaille sur la 2e occurrence de mon tableau, qui contient les informations du pourcentage. Et je travaille sur le lib pourcentage de mon super champ. Vous l'avez compris. Et la logique reste la même. Je fais exactement les mêmes choses. Et ensuite, ah oui, donc il faut que je fasse F7 ici. Je sors. Et enfin, pour le texte, ben, vous l'avez compris, je travaille sur la 3e occurrence de mon tableau mes textes. Et je travaille sur le lib text de mon super champ zone text 6. Et voilà. Et une fois que ça c'est fait, ben, il a fini. Et donc, on arrive en fin d'initialisation là de la fenêtre. Là, je fais une micro attente et je vous affiche le menu slide juste après. Alors en fait, c'est parce que là, on était en mode débugage. Mais en gros, ce menu, quand vous lancez la fenêtre, elle s'affiche et lui arrive, hop, une demi-seconde après et s'affiche. Donc voilà, vous savez comment fonctionne, j'espère que j'ai été assez clair, vous savez comment fonctionne la zone de texte en utilisant l'APO. Alors, je vais vous rajouter une notion, c'est... donc là, vous avez vu que j'importais lors de la création de notre objet, de l'instanciation de notre objet, j'allais exécuter en fait ici import JSON, mais j'ai aussi fait l'inverse. Je vous ai créé une méthode qui s'appelle export JSON qui vous permet de faire l'inverse de ce que fait import. Donc là, c'est-à-dire que je pars de mon objet, toutes les informations qui sont contenues dans mon objet, donc ma zone, je les sérialise et je les mets dans mon buffer et ensuite j'enregistre mon fichier JSON qui est envoyé ici en paramètres et je le crée dans pareil, enfin soit où vous voulez, soit dans le répertoire exécutable et je crée donc un peu comme on fait lors de la création de l'objet. Je fais un peu ce que fait cette fonction-là, enfin cette méthode-là, sauf que celle-là, vous pouvez vraiment y mettre ce que vous voulez au niveau du chemin. Et si jamais vous ne spécifiez rien, lorsque votre objet aura été renseigné, il le mettra dans le presse-papier automatiquement et donc ça vous permettra de le récupérer sur un Notepad++, par exemple,
qui est très bien lorsque l'on veut voir du JSON, ou le logiciel de votre choix, hein, bien évidemment. Donc, on a vu tout ce qu'il fallait voir sur la zone de texte. Voilà. Alors, la zone de texte, donc super. Donc, ce que l'on a fait, c'est que l'on a vu comment on l'instancier, etc. Ben voilà, hein, je pense qu'on peut, on peut tout simplement passer à notre autre champ favori, qui est le mot de passe. Alors le mot de passe, il est dans la fenêtre, ici mot de passe. Pour aller le chercher, c'est toujours pareil, vous allez dans création, dans champ favori, et vous le faites glisser dans votre fenêtre. Et quand vous le faites glisser dans votre fenêtre, automatiquement, il y a tout ça qui arrive. Alors le champ mot de passe, il est assez complexe, hein. Il est quand même assez bourré de champs, mais c'est toujours un super champ, hein. Moi j'adore les super champs parce que vous encapsulez tout, c'est vraiment autonome. Et ensuite ici, donc vous avez le code. Ici, vous avez le nombre minimum de lettres pour votre mot de passe, parce que vous pouvez tout paramétrer. Ici, vous avez un tableau de caractères spéciaux, en gros, qui sont interdits. Donc, si l'utilisateur saisit un mot de passe contenant ces caractères-là, ça générera donc vous savez, le dessin du cadenas rouge, comme quoi ça n'est pas bon. Ici, c'est le nombre minimal de caractères que doit contenir la longueur minimale du mot de passe, sinon cadenas rouge. Si vous avez 12 et que vous avez respecté tout ce qu'il fallait, alors vous aurez un cadenas vert. Ici, je vous ai fait une procédure qui vous affiche tout simplement les choses. Ici, vous savez, le nombre minimum, en fonction du nombre minimal que vous aurez paramétré lors de la création de votre champ, je vais construire donc la phrase. Le mot de passe doit contenir au moins ce qui s'affiche ici. Ici, j'ai mis 8, mais en fait, si vous avez mis 12, il mettra 12 à la place de 8, parce que vous l'avez vu, que ce champ-là qui s'appelle donc libinfo, libinfo, je le reconstruis ici, en passant en fait le bon chiffre que vous avez paramétré. Ensuite, je fais ça aussi pour les caractères spéciaux ici, mais comme vous le savez, si vous mettez plein de caractères spéciaux ici, en fait, ce que je fais, j'affiche le début, et après c'est dans la bulle, par contre, que je vais tout afficher. C'est pour ça que ici, si jamais vous avez un tableau qui est long, je vais afficher les 21 premiers caractères ici. Par contre, je vais vous afficher la totalité dans la bulle. Comme ça permet d'avoir quelque chose qui reste design. Et non, sinon, on aurait un champ libellé qui déborderait ou ça n'irait pas. Bon, voilà. Et ensuite, le lib4, c'est... le lib4, il est ici. C'est pour ce champ-ci. Hein. Alors, après, ici, il y a des cercles. Alors ça, c'est les images avec les petites coches qui s'affichent ou non, cochées ou pas cochées, en fonction de est-ce que vous avez respecté les critères ou non. Alors ça, le code pour ça, il se trouve ici. Donc, je vous ai créé la procédure. Donc tout à l'heure, on paramètre le champ. Ici, on vérifie donc que le mot de passe est bon. Donc ici, je vous laisse
lire tranquillement. Je ne vais pas tout vous détailler, mais en gros, je vérifie ce que vous avez saisi. Donc en fonction de ce que vous avez saisi, je parcours et je cherche à savoir le nombre de minuscules que vous avez saisi. Il faut que ça soit supérieur à 0 ici, le nombre de majuscules, parce que pour qu'un mot de passe soit efficace d'après nos critères, il faut qu'il y ait des minuscules, des majuscules, il faut qu'il y ait des nombres, rappelez-vous, il ne faut pas qu'il y ait de caractères spéciaux dans ceux qui ont été paramétrés du tableau. Donc ici, il faut qu'il y ait 0, mais par contre, ici, il faut qu'il y ait un chiffre qui soit supérieur à 0, ici supérieur à 0, ici supérieur à 0. Et donc, en fonction des cas, ici, je vais afficher ou non les V, les coches ou les choses non cochées en fonction de ce que vous avez respecté, tout simplement. Donc ici, ceux-là prennent les valeurs des images check où elles sont ici, les check OK, les check non OK. Elles sont dissimulées, mais elles sont là. Donc ces images-ci sont en fait modifiées en fonction de ce que vous avez respecté ou non. Pardon. Ensuite, le calcul de la force du mot de passe, ça c'est une procédure que je vous ai aussi faite qui vous permet tout simplement d'afficher ici dans le lib sécurité. Alors ça c'est un libellé où j'ai mis un fond arrondi, mais ensuite je vais afficher faible, moyen, fort, enfin je ne sais plus jusqu'où ça va, on va le voir tout de suite. La force, c'est un petit peu barbare à calculer ça, critères supplémentaires, etc. Voilà, et en fonction du résultat de la force, donc on affiche faible, moyen, bon ou fort. Voilà. Alors, ce code-ci, où je l'ai récupéré, j'avais trouvé ça sur le net, donc ça vous permet de véritablement calculer la force d'un mot de passe. Je ne sais plus où je l'avais trouvé. Ça par contre, bon, vous pouvez encore améliorer les choses si vous voulez. Tout comme ici, quand vous vérifiez le mot de passe, vous pouvez, libre à vous, de rajouter des contraintes. Ici, moi, il y a une contrainte sur les majuscules, minuscules, les chiffres interdits et la longueur. Mais si vous voulez encore rajouter d'autres choses, par exemple, interdire 2 fois la même lettre en suivant, vous pouvez aussi le faire. Après, c'est à vous d'analyser ce qui est saisi et de dire, voilà, je rajoute d'autres critères encore plus évolués. Mais disons que là, celui-là, à l'heure actuelle, il est encore très, très valable. Et le calcul de la force, c'est une formule qui est toujours d'actualité. Donc vous pouvez utiliser ce champ-là comme bon vous semble. Alors il prend un petit peu de place, je suis d'accord avec vous. Mais bon, alors après, libre à vous de dire, tiens, dans mon super champ, je l'agrandis, ce bloc-là, je le mets en dessous, ici, au lieu de le mettre à côté. Ça, c'est à vous de voir. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Ça marchera toujours tant que vous laissez les champs ici dans le super champ. Il n'y aura aucun problème. Donc voilà comment fonctionne le champ mot de passe. Il n'y a plus de secret pour vous. Dernière chose à voir, c'est le menu slide. Donc le menu slide, je relance l'application. Oui. Hop. Ah. Alors, je vais essayer de le relancer pour voir. Parce qu'il y a une mini tempo. Voilà, là il s'est bien lancé. On a vu la mini tempo.
Donc, ben, il est design, ce menu, je trouve. Enfin, j'espère qu'il vous plaît. Donc, la fenêtre s'affiche. Hein, ça, on a vu tout à l'heure. Donc, je vous ai mis du code ici, juste pour afficher donc, cette fenêtre-là, qui est vraiment très simple. J'aurais même pu la faire un petit peu plus voyante parce que quand elle se lance au point de départ, c'est vrai qu'on la voit pas bien. Mais bon, voilà, le principe c'était vraiment de vous montrer ce champ favori. J'espère que vous m'en voudrez pas d'avoir fait ça un peu simpliste. Mais ici, donc, je me suis un petit peu je ne vais pas dire décarcasser pour faire quelque chose de bien, mais quelque chose de, voilà, ce design, quoi. Donc, si vous voulez, ici, il y a votre logo que vous pourrez placer. Si vous fermez, alors pour fermer, vous cliquez ici. Pour ouvrir, hop, vous faites ceci. Si vous voulez le fermer, ben, vous pouvez aussi cliquer en dehors, en fait, du menu. Et donc, ça le range automatiquement. Ici, je vous ai mis une zone répétée. Alors, attention, répétée, pardon, rechercher. Ici, j'ai pas complété. Hein, vous pouvez rajouter comme bon vous semble votre prénom, votre nom, enfin mettre ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter des boutons. Moi, j'ai mis que la photo pour l'instant. Ici, la zone recherchée, ben, j'ai pas fait de code derrière parce que ça peut vraiment faire tellement de choses, ce champ-là, que ça sera à vous de rajouter le code en fonction de ce que vous voulez y voir et y faire. Par contre, ce que j'ai fait ici, c'est donc différents boutons. Hein, alors, c'est des images, en fait, ici, des images cliquables. Et ici, par contre, c'est des boutons. Et si vous cliquez ici, ce sont des boutons ici. Hein, donc j'ai retiré tout ce qui était cadre, tout ce qui était couleur de fond, etc. pour ne garder que le libellé et j'ai fait un effet au survol. Je change juste la couleur. Voilà. Et puis après, ben, derrière ces boutons-là, donc libre à vous de placer le code qui va venir ouvrir vos différentes fenêtres. Évidemment, ici, vous aurez vos propres icônes. Et donc voilà. Alors, comment il fonctionne? Alors, oui. Où est la PO là-dedans? Ben, la PO, elle est ici pour les fichiers SVG qui sont utilisés pour les icônes. Donc, je clique et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, il faut bien voir une chose, c'est que vous commencez à me connaître, je pense. Donc ici, évidemment, on a un super champ qui s'appelle menu slide G. Ce super champ contient lui-même un champ fenêtre interne qui s'appelle CFI menu. Et si je vais dans la description de ce champ-là, je fais appel à la fenêtre interne Phi Slide M1. Donc je vais ouvrir la Phi Slide M1 et c'est là que j'ai, ben, si vous voulez, mon menu qui est en version élargie. Alors comment on fait pour avoir cet effet de menu rétracté ou développé? Alors ça, c'est ici qu'il y a le code. Gère affichage menu slide. En fait, qu'est-ce que je fais ici pour vous dire en gros, en fonction de la largeur de mon... parce que c'est la même méthode qui gère les deux. Hein. Ici, ça ouvre et ici, ça ferme. Et qu'est-ce que je fais? Tout simplement, en fonction de la largeur de mon menu, je vais dire, tu affiches ou non certaines choses, hein, comme ici. Le logo, là, tu l'affiches quand il est en mode élargi, sinon tu ne l'affiches pas. Ici, tu affiches donc les tiroirs, j'augmente la largeur des champs, etc. Et après, l'astuce aussi, là-dedans, c'est de dire, par exemple, ici,
Ben, c'est ancré en largeur. Voilà, ancré en largeur. En fait, tout est ancré en largeur, sauf les images, tout ce qui se trouve ici sur la gauche. Comme ça, quand je lui dis ben, tu réduis la largeur du menu, ben, ces champs-là se réduisent aussi. Donc ça donne l'illusion qu'ils disparaissent. Et si jamais ils ne disparaissent pas, pour certains, ben, je leur mets l'attribut visible à faux, tout simplement. C'est comme ça que l'on fait. Et après, pour l'animation, pour que ça se range plus doucement, parce que l'ouverture, je la fais rapide. Alors, en règle générale, moi, quand je fais une animation, je m'arrange toujours. Bon, ici, j'ai fait pour que ce soit lent parce que c'est la première fois, mais ici, quand j'ouvre, c'est très rapide parce que je considère que vous voulez rapidement faire quelque chose et donc vous n'avez pas à attendre qu'une animation s'arrête. Par contre, quand vous sortez, vous allez cliquer ailleurs et vous allez vous diriger. Donc là, je peux faire quelque chose de plus lent. Ça ne sera pas impactant. Par contre, si vous voulez rentrer dedans, ça doit être rapide. Toujours comme ça que je fonctionne. Ça, c'est un petit principe. Ensuite, là-dedans, donc vous avez vu comment j'élargissais, comment je réduisais. Hein, donc c'est dans cette méthode-ci, enfin dans cette procédure-ci. Ici, quand je ferme, la fonction qui permet de ranger donc mon super champ, ben, je joue sur la largeur. Au point de départ, quand il est élargi, il fait 250 et on le passe à 30. Et ça veut dire que en gros, je lui demande de le faire en 1/3 de seconde. 100, c'est 1 seconde, donc 30, on est à 1/3 de seconde, quoi, en gros. Et c'est animation joue sur propriété champ. Et ça me permet, en une ligne de code, vu que tout le menu est encapsulé, encore une fois, dans le super champ, en jouant uniquement sur la largeur du super champ, j'arrive à générer une animation grâce aux ancrages ensuite de chaque champ qui sont contenus dans le super champ. Ça me permet en une ligne de gérer l'animation de l'ensemble. Et après, une fois que le menu est passé en largeur étroite, ben, y a des choses que je n'affiche plus, notamment le logo, parce que le logo, il faut l'effacer, parce que si je ne l'efface pas, hein, je vous montre ici, elle, comme elle est ancrée à droite, lorsque lui va rétrécir, ben la flèche va se déplacer à gauche et elle va se retrouver au-dessus ici du logo, ça va être moche. Eux ici, ils vont se réduire, donc ben, il faut les rendre invisibles. Ça, faut le rendre non, pas invisible. Eux, en fait, ce qui va se passer, c'est comme ils sont en largeur, ben, ils vont se mettre automatiquement sur 2 lignes s'il faut, etc. Ici, eux, ils vont réduire en largeur, donc ils vont s'effacer d'eux-mêmes. Donc, bon, il y a des petites choses à rendre visibles ou non, mais en gros, il n'y a plus grand-chose à faire. La preuve ici, en fait, qu'est-ce que l'on va faire? Il y a des champs, par contre, que je décale quand même. Pourquoi? Parce que en fait, je les centre, notamment les sous-titres. Alors, ça, tous ces libres-là que vous voyez ici, ce sont les titres, ce sont ces titres-là. En fait, ce que je fais, c'est que je les décale parce que déjà ils sont plus petits et il faut que je puisse les afficher sur une ligne ou deux. Donc suivant ce qu'il y a à faire, je dois les décaler. Ensuite le bouton menu affiche, je le décale, ben, lui c'est le bouton qui permet l'ouverture ou la fermeture, ben, je le décale vers la gauche pour qu'il soit vraiment bien positionné. Et surtout, je lui change son image. Quand il est fermé, il faut que ça soit une flèche à droite. Quand il est ouvert, il faut que ce soit une flèche qui aille vers la gauche. Bon, en gros, vous voyez ce que j'ai cherché à faire ici. C'est pas bien compliqué.
Et maintenant, le truc important, c'est la PO qui permet de gérer en fait le changement de couleur des boutons en fonction que l'on passe en survol, en entrée de survol ou non. Je vais prendre, imaginons ce bouton-là. Hop. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste cliqué ici sur ajouter d'autres événements et j'ai choisi l'événement entrée en survol et l'événement sortie en survol. Ici, je fais appel à un objet qui s'appelle mon outil. Alors, pour que ça fonctionne, mon outil doit être déclaré ici. Donc, dans la déclaration globale de votre FI, vous dites mon outil est un AI boîte outil. Alors, l'AI boîte outil, alors ici, il y a aussi le GS-Rep image. Ça, c'est le répertoire qui contient tous les icônes. Donc, je vais vous le montrer. Il est ici. Image. Là, vous avez tous les icônes qui sont utilisés donc pour afficher. C'est tous les fichiers SVG qui sont utilisés pour afficher vos icônes. Sauf que ce n'est pas vraiment vrai. Véritablement, ce sont ceux-là. En fait, ceux-là, c'est ceux d'origine. Mais après, ceux que j'utilise véritablement dans le menu, c'est ceux-là. En fait, pourquoi ? Ça, je l'ai expliqué dans une vidéo qui vous montre comment on colorie les fichiers SVG. En gros, on va voir rapidement la méthode. Mais qu'est-ce que je fais? Moi, je pars d'un fichier SVG. Donc, je vais l'ouvrir avec... Est-ce qu'il va bien s'ouvrir ici? Ouais. Alors, en fait... Si vous voulez savoir comment se colorie un fichier SVG, vous devez chercher soit ici les strokes égales, ça veut dire tu remplis avec la couleur, ou alors fill, F-I-2-L égale, et souvent vous avez une notion de couleur. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Mais s'il y a les deux, suivant ce que vous devez faire, mais vous devez changer les deux. Au point de départ, moi quand j'ai rapatrié mon fichier SVG, ici, il n'y avait pas l'accolade, il y avait entre double cote dièse et 6F pour dire qu'en gros c'était un icône qui était blanc. Sauf que moi j'ai modifié tous les fichiers SVG d'origine et j'ai placé ma balise ici qui est donc accolade dièse couleur 1 et je ferme l'accolade ici. Voilà, je vous gonfle pour que vous voyez, j'ai placé ici ma balise. Si jamais vous avez des SVG qui comportent plusieurs couleurs et que vous voulez modifier plusieurs couleurs en même temps dans votre fichier SVG, ben vous mettez une autre balise qui aura donc qui sera sharp ou dièse couleur 2, dièse couleur 3 entre accolades et la méthode que je vais vous montrer gère ça très bien. Donc vous pouvez soit modifier une couleur dans votre SVG, soit plusieurs couleurs si jamais vous avez un fichier SVG qui en comporte plusieurs. Ici, vous avez une couleur ici, 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 il y en a 3 hein, dans celui-ci, je pense, oui, il y en a 3. Non, il y en a 4 même. Il y a 1, 2, 3, 4. Ouais, voilà, il y en a à peu près 4. Ah ben, je pourrais m'amuser à dire couleur 1, 2, 3, 4 et modifier les 4 différemment. Hein. Il n'y a aucun problème. Dans la méthode, tout est prévu. Alors, on instancie donc notre objet ici au niveau global de la FI pour pouvoir l'utiliser au niveau des boutons. Et ensuite, quand je rentre en survol, qu'est-ce que je dis? Comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez modifier plusieurs couleurs ou une couleur. Pourquoi? Parce que ici, vous avez vu, j'ai mis la couleur qu'il faut. Alors déjà ici, j'envoie le fichier SVG qu'il faudra utiliser pour afficher. Donc settings 01 SVG, ben, c'est donc dans settings 01 SVG, vous l'avez ici.
Et je lui dis, donc ma balise dièse couleur 1, tu remplaceras par ceci. Comme j'ai mis ce paramètre entre crochets, vous comprenez que c'est un tableau ici. Donc j'aurais pu dire, imaginons, virgule, parce que dans mon fichier SVG, il y avait 2 couleurs à modifier, ben, j'aurais pu dire la deuxième, tu le mets en blanc. Donc ça veut dire qu'il aurait cherché dans mon fichier SVG un dièse couleur 2, il aurait remplacé le dièse couleur 2 par ceci. Pour nous, on a besoin à chaque fois que de modifier une seule couleur. Donc ça n'est pas utile dans notre cas. Donc, quand je passe en survol, ici, je passe mon icône en orange, parce que EC8745, ça correspond à un orange. Et quand je sors du survol, je repasse en FFFFFF. Ça, c'est, vous le savez très bien, c'est le blanc pur. Si j'avais voulu passer mon icône en noir vraiment profond, c'est 6-0. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors ça, c'est les paramètres qu'on envoie à la méthode. La méthode, qu'est-ce qu'elle fait? La méthode, elle va chercher le fichier et voilà, ça, on a un tableau de couleurs. Ok. Donc, je vérifie que vous m'avez envoyé une couleur, sinon je ne fais rien. Ensuite, je vais chercher le fichier. Ça veut dire que le fichier que vous m'avez envoyé, ici, dans la déclaration globale de la classe, il y a cette chaîne-ci. Et dans le constructeur, quand on initialise la classe, toujours pareil, dans le constructeur. Donc ici, donc le constructeur pour la classe, c'est ici. Je ne lui ai rien envoyé. Donc si je ne lui ai rien envoyé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dire, bon, rien n'a été envoyé, donc le chemin par défaut pour mes icônes, ce sera le répertoire exe, anti/image, anti/svg modified. Ça tombe bien, c'est exactement là que j'ai mes trucs. Exe, image, svg modified. Voilà. Si jamais vous aviez spécifié quelque chose, il aurait été cherché dans un autre répertoire. Libre à vous de dire, tiens, non, moi, tous mes icônes pour toutes mes applis se trouvent en C, ceci, cela, enfin, à vous de voir. Ensuite, une fois que cette variable a été initialisée, qu'est-ce que je lance? Un création répertoire bibliothèque. Donc là, je renvoie évidemment le chemin complet. Et ici, je vais vérifier que le répertoire existe ou non. S'il n'existe pas, je vais le créer. S'il existe déjà, je ne fais rien. Et ensuite, une fois que l'on a donc instancié, qu'est-ce que l'on fait dans notre méthode? On change la couleur. Hop. Alors ici, pour changer la couleur, comment ça se passe? Ça, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Donc, on revient à la suite. Je vais chercher mon fichier et je vérifie qu'il existe. S'il existe, le fichier, alors je télécharge le contenu de mon fichier SVG, qui s'apparente à un fichier texte. En gros, c'est pour ça qu'ici, c'est une chaîne Unicode. Pourquoi? C'est pour pouvoir avoir pour éviter les soucis d'accent, etc. Donc, je récupère mon fichier SVG et ensuite, pour chaque occurrence de mon tableau, nous, on envoie dans notre cas une seule couleur, je remplace donc la balise, vous voyez, accolade, dièse, couleur 1, et je remplace par la valeur que j'ai envoyée dans mon tableau.
si jamais j'avais envoyé ici cote, une couleur, double cote, virgule, double cote, une deuxième couleur, double cote, eh bien, il serait passé 2 fois. Et il aurait cherché évidemment la couleur 1, la couleur 2, il aurait remplacé par la première occurrence de mon tableau, la deuxième occurrence de mon tableau. Et donc ben, là, je recrée donc un fichier SVG ayant donc une structure correcte cette fois-ci, et je renvoie ce contenu-là. Hop, donc c'est ici. Donc ici, lui, il me renvoie le contenu, et le contenu SVG, ben, je l'envoie tout simplement, hein, ici, je renvoie le contenu. Je le renvoie à mon bouton. Donc le bouton, en gros, son icône va changer parce qu'on lui envoie un nouveau SVG. Si c'était un champ image, vous mettez le nom du champ image est égal à mon outil, change, et hop, automatiquement l'image va changer. Donc voilà l'astuce toute simple pour avoir des SVG qui changent de couleur. Hein. Donc si par exemple vous voulez tout simplement rajouter un nouvel icône, bah, vous ce que vous devez faire c'est le rapatrier. Par exemple vous prenez le permission, ah ben non, lui il a déjà été changé, on est dans ce qu'il faut. Par exemple vous prenez le permission ici. Le permission, ça c'est celui à l'origine. Vous cherchez les strokes et les fils. Donc, stroke, ici, il est ici. Hop. Et ce sont donc du blanc. En fait, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un rechercher, vous faites un remplacer. Vous dites que vous voulez remplacer votre dièse FFFF par... tout simplement, c'est ça qu'il faut, dièse, couleur 1, si vous voulez changer qu'une seule chose. Et vous faites remplacer tout. Et donc, vous venez de transformer votre fichier en un fichier qui peut ensuite être placé dans SVG Modified. Donc, vous collez votre fichier permission dans ce répertoire-là. Alors moi, en fait, qu'est-ce que je fais véritablement, hein, je prends le vrai, celui d'origine, je le copie en fait dans le modified ici, et après une fois qu'il est là, je le modifie en faisant ce que je viens de vous montrer. Et donc on a ce fichier là qui a la balise ici et l'autre ici. Et donc là, ça y est, vous avez un fichier qui est potentiellement utilisable par la méthode et qui peut voir ses couleurs changer en fonction de vos besoins. Voilà, je pense que l'on a tout vu concernant le projet. Oui, là, je vais regarder la page. Hein. Mais on a vu le répertoire documentation, tout ce qu'il y avait, le fav, les champs favoris, vous avez vu. Alors conception d'un champ favori, c'est tout simple. Hein. Imaginons que ici j'ai créé une seule zone de texte. Hein. Rappelez-vous, il faut tout sélectionner. Non, il ne faut pas tout sélectionner. Il faut sélectionner le super champ. Ensuite, vous faites clic droit, vous faites ajouter aux favoris et il vous pose la question. Titre, c'est là que vous mettez le nom de votre favori. Description, vous mettez un texte explicatif concernant votre champ favori. Et ici, c'est ce que je vous disais à proposer dans les libellés. Moi, c'était dans libellé que j'avais mis et dans tableau de bord, j'avais mis ici. Et puis ensuite, les catégories. Quand vous tapez les catégories, c'est pour les filtres. Vous tapez par exemple UI, point virgule, design, point virgule, et là il crée des tags, c'est vraiment les... quand vous tapez dans la zone de recherche, si vous tapez un des mots qu'il y a ici ou ici, en fait il va vous donner tous les champs qui correspondent à votre recherche, tout simplement.
Voilà. Ensuite, vous faites OK. Et puis, donc moi j'ai fait annuler bien évidemment. Et puis, ben, il va créer, il va rajouter votre champ favori ici. Et donc, ben, suivant comment vous l'avez tout simplement classé, suivant ce que vous allez toucher ici, ben, design, champ de saisie, ben, il n'y a que celui-là. Libellé, il n'y a que celui-là. Lui, il a été mis dans le tableau de bord, zone de texte. Et tous, ben, on en a deux. Et donc, votre super conception de champ favori viendra trouver sa place ici. Voilà, je pense, j'espère que cette vidéo qui est un petit peu longue, mine de rien, vous a plu et vous permet de faire du design un petit peu plus élaboré pour avoir de plus belles conceptions. Donc ici, deux menus. Ah oui, ici, ben, vous regarderez dans le détail, hein, mais bon, il est encore perfectible celui-ci, mais ici, c'est un champ tiroir. Donc quand vous l'ouvrez, hop, il y a des options supplémentaires qui arrivent. Bon, il y a encore de l'amélioration à faire. Il faudrait mettre tout ça en fait dans un champ disposition. Parce que s'il y a trop d'options dans un tiroir, ici ça descend trop et ça vient empiéter ici. Donc ce qu'il faut faire, c'est le mettre dans un champ à disposition pour régler le souci. Bon, je ne l'ai pas fait. Vous pouvez le faire. Ou si vous avez un menu qui est plus petit, bah, il n'y aura aucun intérêt à le faire. Mais voilà quoi. Ici, bah, ce qui est intéressant, c'est que ça peut vous permettre de faire donc des présentations un petit peu plus élaborées pour vos applications. Et puis après, bah, vous l'avez compris, dans vos champs favoris, vous pouvez créer plein d'autres champs pré-paramétrés, donc des super champs pré-paramétrés pour afficher ça, notamment dans des dashboards, hein, dans des tableaux de bord. Hein. Ça trouve parfaitement sa place dans un tableau de bord. Et donc voilà. Alors après, si jamais vous voulez, oui tiens, une notion qui peut quand même être importante, c'est comment faire pour modifier par exemple le pourcentage. Donc vous allez utiliser ça sur un dashboard, mais vous voulez bah, peut-être modifier toutes les 10 secondes un pourcentage. Comment faire? Alors, ben, on retourne ici sur le super champ. Hop. Ici, je vous montre, en gros, vous avez instancié votre objet Amazon. Et en fait, si vous faites... ici, on a importé, d'accord? Et on a dessiné. Et après, ici, il exporte. Alors ça, c'est même pas utile de le faire. On peut ne pas le faire en fin de... parce qu'ici, il le met dans le presse-papier. À l'époque, quand je l'avais fait, je me suis dit, tiens, ça peut être utile de récupérer, mais vous, si vous voulez simplement changer, une fois qu'elle a été créée, vous voulez changer votre zone, ben, ce qu'il faut faire, on va créer un bouton, par exemple. Hop. Et on va dire, ben, tout simplement, le super champ, la zone texte 1, point, ma zone, point. Mes textes 2, point. Description est égal à 12%. Je crois que c'est ça. Hein. Oui, c'est une chaîne. Hein. Je vais vérifier ça. Si c'est une chaîne. Non, c'est une chaîne. Donc on doit... Ouais, voilà, c'est ça. C'est une chaîne. Et une fois que vous avez fait ça, ben, vous dites simplement sc zone texte 1 point ma zone point dessine pourcentage. D'ailleurs, pourcentage,
Oui, comme je n'ai pas envoyé le pourcentage d'ici, j'aurais pu faire un paramètre d'entrée euh, qui permet, en fait, donc ça aurait évité de renseigner ceci. Et j'aurais pu envoyer le 12 directement ici. Tiens, vous voyez, on peut encore améliorer cette méthode-ci. Et donc si on fait ça, ben, ça va modifier. Testons. Hop, voilà, j'ai bien modifié le 12 de la première zone. Et donc, vous pouvez aisément, une fois que vous avez fait ça, modifier très rapidement tous les titres, tous les pourcentages, etc. Et vous pouvez même dire, tiens, alors, hop, 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 ici, je vais dire ancrage, je ne sais plus si c'est pas... non, ok, enfin voilà. Je vais dire, non seulement je vais modifier le pourcentage, mais je vais modifier sa couleur. Parce que 12%, c'est pas terrible. Je vais le passer en rouge. Ben là, vous l'avez compris. Je vais dire ma zone texte 1, ma zone, mes textes 2, point. Point quoi? Ben, ma police couleur. Ma police couleur est égale à... s'attend à une couleur de type web. Donc FF00, je crois que ça c'est le rouge. Et voilà, on l'a passé en 12 et en rouge. Donc vous voyez, c'est très simple ensuite de modifier vraiment les informations de chacune de vos zones de texte. Donc c'est très pratique. Si vous voulez améliorer par exemple la zone de texte, vous pouvez rajouter un membre dans la classe et dire bah, tiens je veux gérer moi justement une image. Ça, vous pouvez le faire. Et ensuite, de la même manière, vous pouvez dire, bah, donc, ma zone de texte, mais là, il faudra créer, si jamais vous voulez gérer l'image, au niveau de la classe, il ne faudra pas le faire au niveau des zones de texte, mais il faudra le faire au niveau, à ce niveau-ci. Ici, vous rajoutez par exemple mon image. Est une image. Oui, ou est une chaîne, et vous lui passez tout simplement le chemin de l'icône que vous voulez afficher. Et là, vous gérez en plus, tout simplement, une image qui serait donc en haut à droite ici. Et comme c'est une image SVG, vous pouvez vous amuser à coupler la méthode ZoneText avec la méthode AI boîte outils SVG change et dire je vais modifier la couleur de mon fichier SVG ici. Parce que quand vous regardez ici, ce fichier, il est excellent dans le site qui propose vraiment ces images-là que je vous conseille. Vous avez ici, donc on va dans exe image et c'est oiseau. Vous allez voir, exe image. Donc l'oiseau, il est element OP, voilà. Hop, hop. Eux, ils ont vraiment bien fait le truc. C'est qu'il n'y a que ça à changer pour changer la couleur. Donc, imaginons qu'ici, je mette 1, 2, 3, 4. Je fais CTRL-S. Je relance ici. Et l'oiseau est passé en rouge. Alors, c'est un rouge qui n'est pas aussi vif que celui-là. Pourquoi? Parce que moi, quand j'ai déposé l'image, j'ai joué sur l'opacité. Et l'opacité est assez faible. Donc forcément, il y a un mélange entre ce rouge vif-là et le fond ici. Donc c'est pour ça que l'oiseau est beaucoup plus foncé. Mais tout ça pour vous dire, vous pouvez changer très facilement n'importe quoi. C'est vraiment open bar. Donc
J'espère que ce cours vous donnera au moins des idées pour faire des plus belles interfaces et vous donnera des idées de conception, etc. Voilà, ben, je pense que je vous ai donné toutes les astuces qu'il fallait. Donc moi je vais faire un petit peu de rangement là-dedans. Je vais vous générer donc le répertoire proprement. Je vais vous générer un zip et donc je vais mettre à disposition la vidéo et vous aurez donc rapidement accès au drive pour pouvoir récupérer tout ce que je vous ai montré. Comme ça, bah, vous serez tranquille. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions ou des nouvelles idées, ben, n'hésitez pas. Si je peux vous répondre dans la mesure du possible, je le ferai. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ben, moi, je vous dis à très bientôt.